Murray Rothbard, dans son livre L'anatomie de l'État, fait une analyse simple, courte, mais révélatrice d'une institution dont l'existence est largement acceptée et surtout approuvée dans le monde entier. Cette vidéo n'a pour but que de partager la sagesse et les connaissances de l'économiste et philosophe libertarien dans l'espoir de réveiller des consciences sur le modèle économique et sociopolitique du monde occident actuel. J'ai essayé aussi bien que possible de résumer et de choisir uniquement les passages les plus pertinents, mais l'analyse du philosophe étant déjà concise et très juste, la vidéo ne ressemblera peut-être qu'à un copier-coller pour ceux qui ont déjà lu l'ouvrage. Pour ceux qui aimeraient le lire, il est disponible gratuitement en anglais en format PDF sur le site de l'Institut de Mises. Pour les francophones, le livre est trouvable sur Amazon. Je mettrai tous les liens dans la description. Avant de décrire ce qu'est l'État, Rothbard commence par décrire ce qu'il n'est pas. En effet, tandis que presque tous les théoriciens voient l'État comme un moyen nécessaire pour atteindre les différents buts de l'humanité, la société, de manière incorrecte, s'identifie à l'État. Certaines personnes vont jusqu'à déclarer que nous, la société, sommes le gouvernement, ce qui n'est pas le cas. Si c'était vrai, tout ce que le gouvernement ferait à un individu serait juste, non tyrannique et aussi volontaire pour et de la part de l'individu concerné. Quand le gouvernement crée une énorme dette publique qui doit être payée en taxant un groupe pour le bénéfice d'un autre, est-ce que le public se doit la dette à lui-même? Quand le gouvernement enrôle un homme ou le jette en prison pour une opinion dissidente, est-ce qu'il se le fait à lui-même? En suivant ce raisonnement, les juifs assassinés par le gouvernement nazi n'auraient pas été assassinés, mais se seraient suicidés et tout ce que le gouvernement leur a fait aurait été volontaire de leur part. Nous ne sommes pas le gouvernement et le gouvernement n'est pas nous. Le gouvernement ne représente pas la majorité et même si c'était le cas, même si 70% des gens décidaient de tuer les autres 30%, cela resterait un meurtre et non pas un suicide volontaire par la minorité. Pour établir justement ce qu'est l'État, il est d'abord important de reconnaître que la voie sociale dictée par les exigences de la nature de l'homme est la voie du droit de propriété et du marché libre. Le marché libre, qui est un processus d'échange mutuel et volontaire, permet à l'homme de satisfaire ses besoins et ses envies et donc améliore son niveau de vie. Dans ce processus, l'homme doit d'abord trouver des ressources naturelles, les transformer pour faire d'elles sa propriété individuelle et ensuite échanger cette propriété contre celle des autres personnes. C'est ainsi que l'homme a réussi à éviter les méthodes dites de la jungle, qui consistent à se battre pour des ressources rares, permettant à A de les acquérir aux dépens de B et en empêchant la multiplication de ces ressources dans un échange pacifique et harmonieux de production. Comme le sociologue allemand Franz Oppenheimer l'a dit, il existe deux manières mutuellement exclusives d'acquérir de la richesse. Il appelle les moyens économiques la voie de production et d'échange dont on vient de parler. La deuxième voie, qui est bien plus simple car elle ne requiert pas de productivité, consiste à saisir les biens et services de quelqu'un d'autre par l'usage de la force et de la violence. En d'autres termes, le vol. Il l'appelle les moyens politiques. Évidemment, la première manière est la voie naturelle pour l'homme s'il veut survivre et prospérer, contrairement aux moyens coercitifs, exploitants qui sont contraires à la loi naturelle. Il s'agit de moyens parasites puisqu'ils réduisent la production plutôt que de l'augmenter. Ils réduisent le nombre de personnes produisant, mais aussi incitent le producteur à ne pas produire au-delà de sa propre subsistance. Nous voilà donc avec la vraie nature de l'État. Selon Oppenheimer, l'État est l'organisation des moyens politiques. C'est la systématisation du processus de prédation sur un territoire donné. Il fournit une chaîne légale, ordonnée et systématique pour la prédation de la propriété privée. Il rend certain, sécurisé et relativement pacifique le lien vital et fondamental de la classe parasite en société. Puisque la production arrive forcément avant la prédation, le marché libre existait avant l'État. Rothbard détruit un des plus grands mythes propagés par le gouvernement et ses citoyens. L'État n'est pas né d'un contrat social. Les hommes et les femmes ne se sont pas réunis pour mettre en place une institution qui a pour but de les voler du fruit de leur travail. L'État est né dans la conquête, l'exploitation et la monopolisation graduelle du système judiciaire par des gens influents et puissants sur un territoire donné. Réfléchissons un moment. Dans quelle situation une tribu conquérante a-t-elle le plus à gagner? En pillant et exterminant la tribu conquise ou en l'autorisant à produire tandis que la tribu gagnante s'installe chez les perdants en tant que gouvernant et instaure une dîme annuelle. La première possibilité signifie détruire les sources des produits qui pillent. La deuxième veut dire plus de ressources sur une longue période, volées de manière plus sécurisée et plus plaisante. Pour illustrer l'argument, imaginez un groupe de bandits obtenant le contrôle d'un village appelé Ruritanie, et le chef des bandits se proclamant roi du souverain et indépendant gouvernement de la Ruritanie, avec suffisamment de force via ses hommes pour maintenir son règne. Voici un nouvel État avec un chef noble et légal. Une fois que l'État a été établi, son plus grand problème est de maintenir son règne. Évidemment, la force et la violence sont son modus operandi, mais la difficulté se trouve du côté idéologique. En effet,
Pour continuer son règne, tout gouvernement doit avoir le soutien de la majorité de ses sujets, enthousiastes ou passifs. Sans soutien, les chefs qui sont minoritaires se feront écraser par la résistance active de la majorité du public. L'essentiel de la tâche est fait en persuadant la majorité que leur gouvernement est bon, sage et au minimum inévitable, et certainement meilleur que les alternatives concevables. Ils utilisent pour cela les intellectuels qui sont les mouleurs d'opinion de la société. Mais si l'État a besoin d'intellectuels, pourquoi les intellectuels ont-ils besoin de l'État? Pour faire simple, le gagne-pain des intellectuels dans le marché n'est jamais très sécurisé, puisque la populace est généralement désintéressée des sujets intellectuels ou philosophiques. L'État est donc prêt à offrir aux intellectuels un poste sûr de son dispositif, et donc un revenu stable et une panoplie de prestige. Voici une liste non exhaustive d'arguments et de méthodes de persuasion utilisées par l'État et ses alliés. Les chefs d'État sont bons et sages, bien meilleurs et bien plus sages que leurs sujets. Le plus vieil exemple, et celui qui a le plus réussi, est l'union de l'Église et de l'État, où le dirigeant était sacré par Dieu dans les pays occidentaux, faisant de toute résistance à sa gouvernance un blasphème et un péché. À cette époque, les dirigeants avaient non seulement le soutien populaire, mais l'adoration du peuple. Aujourd'hui, l'État utilise la science, le nouveau Dieu, pour remplacer son droit divin. Les chefs d'État sont considérés experts, scientifiques, et utilisent de manière grandissante un jargon scientifique pour justifier la nécessité de la gouvernance de l'État. Le règne du gouvernement est inévitable, absolument nécessaire et bien meilleur que le chaos qui suivrait son effondrement. Un exemple connu montrant la passive résignation du peuple envers le règne de son gouvernement est l'association de la mort et des taxes. Tout autre système alternatif de gouvernance ou non-gouvernance est diabolisé. L'État maintient que ses citoyens devraient être reconnaissants pour les services essentiels qu'il leur fournit, tels que la protection contre des criminels sporadiques. Ce qui est partiellement vrai, uniquement parce que c'est dans l'intérêt de l'État de garder les crimes privés et non systématiques à un minimum pour qu'il puisse garder son monopole de prédation. Le nationalisme. En remarquant la tendance générale des gens à aimer leur terre natale, l'État a eu l'idée de s'identifier au territoire qu'il occupe dans le but de détourner le patriotisme naturel à son avantage. Si la Ruritanie se faisait attaquer par la Moldavie, la première tâche de l'État et ses intellectuels était de convaincre que l'attaque était dirigée contre le peuple et non pas contre ses dirigeants. Ainsi, les guerres entre les dirigeants furent converties en guerres entre les peuples, et l'attachement à la patrie s'est prolongé en attachement à l'État qui le gouverne. La dépréciation de l'individu et l'exaltation du collectif, ayant pour but de faire taire les nouvelles idées, qui proviennent forcément de quelques individus indépendants et qui vont à l'encontre des opinions des masses. L'utilisation de la culpabilisation. Par exemple, toute volonté d'améliorer ses conditions de vie dans le cadre privé est attaquée comme étant de l'avidité ou du matérialisme. La réalisation de profits est synonyme d'exploitation et d'usure. Les échanges mutuellement avantageux sont dénoncés comme de l'égoïsme. Pour faire court, tout acte individuel est mal vu, pendant que les chefs d'État continuent leur prédation parasite sans aucune honte ou once de culpabilité. L'État inculque chez ses sujets une aversion à toute théorie du complot, en particulier de l'histoire. Car toute recherche de conspiration signifie rechercher des motifs et une attribution de responsabilité pour les méfaits de l'histoire. Pourquoi se sentir indigné de la tyrannie imposée par l'État, ou des guerres qu'il mène, quand c'est à cause de l'état imparfait du monde ou des forces sociales en œuvre? Une théorie du complot peut amener le public à douter de la propagande idéologique de l'État. Pour finir, même si ce n'est pas mentionné dans le livre, une des manières les plus effectives et certaines de répandre l'idéologie dans la population est de l'indoctriner dans sa jeunesse via l'école publique. Tout programme scolaire devant être approuvé par l'État, il est difficile d'imaginer qu'il accepterait une éducation le critiquant et encore moins proposant des alternatives à sa gouvernance. Il est aussi clair que les universités sont les premières complices dans la conversion de beaucoup d'étudiants en progressisme, qui est une forme revisitée du marxisme. Rothbard parle de l'éducation de manière approfondie dans son livre For New Liberty, The Libertarian Manifesto. Voilà pour la première partie de la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez la vidéo autour de vous. N'hésitez pas à donner vos avis ou à poser des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater la deuxième partie de la vidéo et d'autres vidéos du même genre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.